avons une grosse après-midi encore qui nous attend, mais je pense passionnante, avec 3 intervenants qui clôtureront avec ceux de ce matin la journée avec une table ronde, hein, comme je vous l'ai annoncé. Alors, on va ouvrir cet après-midi avec Andreas Lindt. Alors, Andreas est à la fois philosophe et théologien de formation, c'est ça? Oui. Hein, voilà. Et enseignant à l'université grégorienne pontificale à Rome et également à l'université Loyola, mais à Chicago, c'est ça? Oui, ils ont un centre à Rome, un campus à Rome. Ils ont un centre à Rome. Bon, alors c'est l'université de Chicago à Rome. Donc, voilà. Donc, Andreas, dans le titre de votre intervention, il y a une spiritualité incarnée à l'ère numérique. Voilà, vivre une spiritualité incarnée à l'ère numérique. Voilà. Donc, c'est peut-être le mot incarné qu'on peut souligner. Okay. Voilà. Merci Philippe, merci aux facultés Loyola Paris pour l'organisation aussi de cet événement et l'invitation. Donc je commence. Aucun doute, nous assistons aujourd'hui à un énorme développement technologique qui conduit certains à voir une entrée dans un nouvel âge, un nouvel éon. Et Taillard le vrai comme ça. Une époque qui peut être qualifiée de rupture civilisationnelle. Le pape Lyon, à cet égard, parle de révolution numérique, pour désigner non seulement une mutation technologique, mais un changement qualitatif de paradigme affectant la structure même de l'expérience humaine. Une révolution que le pape compare à la révolution industrielle, qui est sans doute due d'une part à l'expansion rapide de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et d'autre part au développement lié à la robotique. Il s'agit de la généralisation des réseaux numériques, de l'automatisation robotique, de l'intégration croissante d'algorithmes décisionnels dans tous les domaines de notre existence. Et grâce à cette technologie, en effet, ce qui semblait hier impossible devient aujourd'hui réalisable. Les machines accomplissent un grand nombre de tâches de manière autonome et souvent avec une efficacité supérieure à celle de l'être humain. Ce faisant, la virtualisation des échanges et l'essor des environnements immersifs ont profondément transformé notre manière de travailler, de communiquer, même de percevoir la réalité. Cette révolution ne se réduit pas à l'apparition des outils plus performants. Elle reconfigure en profondeur les rapports entre présence et distance, entre le corps et l'information, la mémoire, l'algorithmique, la décision et l'automatisation. Elle nous ramène aux questions, encore une fois, anthropologiques, les plus fondamentales, les plus anciennes. Qu'est-ce que l'intelligence lorsque la machine en simule les opérations? Cette intelligence reste-t-elle humaine, trop humaine, ou l'humain est-il dépassé? Que devient aussi de la corporéité dans nos relations et de la matière? Donc, j'essaye de voir, à partir de la vision de Taillard sur l'évolution de l'univers jusqu'à nous et à partir de nous, qu'est-ce qu'il dirait à propos de ces avancées contemporaines? Qu'est-ce qu'il visait comme un prolongement aussi de la noosphère? D'abord, il convient de comprendre le moment fondamental de l'évolution où nous nous situons. Il s'agit d'une couche de l'univers. Merci. Il s'agit d'une couche d'univers qui est aussi une étape décisive du processus de l'évolution. Nous avons vu aussi ce matin
ce que Teilhard appelait noosphère, à partir aussi d'un rapport avec d'autres auteurs. On laisse ça de côté maintenant. La noosphère représente pour Teilhard le point à partir duquel l'évolution ne se poursuit plus principalement par transformation physico-chimique ou biologique visible extérieurement, ce qui était le plus habituel avant l'apparition de l'humain, au sein de la géosphère ainsi que de la biosphère, mais par un approfondissement de la conscience, de plus en plus complexe, au niveau aussi de son intériorité. En effet, depuis les premières complexifications de la matière jusqu'à arriver à l'apparition de la pensée réfléchie, en passant par l'apparition de la vie, l'histoire de tout l'univers, du cosmos, manifeste, selon Teilhard, une loi fondamentale, la loi des complexités et des consciences. Pour lui, l'évolution apparaît et il faut nous faire apprendre à voir comme ça. L'évolution apparaît comme un processus d'hominisation progressive, n'est pas encore terminé. Pour Teilhard, cette évolution est marquée par un double mouvement fondamental d'association, d'une part, et de personnalisation, complexification de la conscience de l'autre. Donc, unification d'une part, mais aussi la personnalité de chaque individu de l'autre. En effet, lorsqu'on regarde l'arbre de la vie, pour Teilhard, on voit ces deux mouvements. D'un côté, dans la mesure où cet arbre progresse d'un phylum à l'autre par l'unification des singularités diverses, le principe d'association est toujours présent. Donc il y a une association d'individus. Cependant, de l'autre côté, cette unification croissante ne conduit pas à une fusion, à une indifférenciation des individus. Elle accompagne au contraire d'une intensification de la complexité et de la conscience de chaque personne humaine, pour Teilhard. Cela signifie que plus les éléments s'unissent, plus ils s'intériorisent. Selon les termes de Teilhard lui-même, si le monde représente bien vraiment un système organodynamique en voie d'intériorisation physique, c'est à travers la chair, par voie d'hominisation, dit Teilhard, qui s'opère la noogèse. Il s'agit alors d'intégrer, et je cite, la perfection spirituelle aux centréités conscientes avec la synthèse matérielle aux complicités qui, aux yeux de Teilhard, ne sont rien d'autre que les deux faces aux parties liées d'un même phénomène. L'évolution manifeste donc deux lois un peu paradoxales. Cette progression vers la unification et simultanément la personnalité de chaque singularité humaine, dont la conscience atteint le niveau de la réflexion, c'est-à-dire la capacité de se savoir soi-même, distinct de tous les autres, et d'orienter librement son devenir. Au sein de la noosphère où nous sommes, pour Teilhard, le véritable enjeu consiste à faire progresser conjointement ces deux dynamiques fondamentales. Association, unification, socialisation d'une part, personnalisation de l'autre. Mais comment le faire? Alors, si l'on veut que l'évolution de l'univers, voire de la vie humaine, ait un sens et ne tombe pas dans l'absurdité, comme un certain existentialisme athée de son temps, la première tâche qui impose consiste à reconnaître que ce sens ne peut émerger que d'un approfondissement de la convergence des consciences à l'échelle planétaire. Telle est la raison pour laquelle, en nous apprenant à voir, dit Teilhard, dans sa sorte de phénoménologie, tout l'univers et son évolution à partir de sa pleine intelligibilité nous conduit à reconnaître par effet de convergence psychophysique ou planétisation une dérive accélérée de la noosphère vers des états ultra-humains. Le ultra-humain, Teilhard insiste
sur ce terme, ultra-humain et super-humain. Comment ne pas voir dans le progrès technologique actuel la possibilité d'une accélération d'évolution grâce à une technologie capable de nous connecter à l'échelle planétaire? Et aussi l'étendue de l'humain, avec cette intelligence artificielle, l'étendue de l'humain qui change sa condition, peut changer sa condition en approfondissant ces lois d'évolution dans la nosphère. Teilhard certainement le verrait. Toutefois, à mon avis, il faut bien comprendre qu'il s'agit pour lui d'une ultra-humanisation. Il insiste sur ça. Surhumanisation. Il ne s'agit pas d'une substitution de l'humain, ni même pas d'un dépassement de la nature humaine pour Teilhard, me semble-t-il. C'est plutôt un approfondissement de ce qui est véritablement humain, permettant ainsi d'humaniser de plus en plus l'univers tout entier. Étant donné que l'intelligibilité de l'évolution, autrement dit le sens de la vie humaine, naît d'une unification qui ne se confond pas avec une fusion indistante des singularités, mais d'une communion différenciée, il faut mettre en relation croissante ces centres de conscience que nous sommes. Pour ce faire, il ne faut plus seulement assurer la survie biologique de l'espèce, mais développer une véritable interconnexion qui doit être une communion croissante entre des subjectivités diverses. Teilhard a bien vu l'enjeu décisif auquel nous faisons face aujourd'hui. Ou bien la mondialisation des échanges conduit à une massification anonyme, jusqu'au point même de fragmenter les divers éléments de l'univers et de faire oublier aux personnes leur intériorité, ou bien elle devient le lieu d'une véritable croissance spirituelle dont l'unité entre les diverses singularités est renforcée en approfondissant leur liberté, leur intériorité et la relation interpersonnelle entre elles. Pour Teilhard, il s'agirait certainement d'une humanisation vers un univers ultra-humain, ultra-humanité, puisque, je cite, l'humanisation est essentiellement un processus d'unification. Pour lui, le dépassement qu'il nous est donné de réaliser n'est pas celui d'un individu isolé, qui s'élève au-dessus des autres. Donc pour Teilhard, il ne serait pas un Übermensch qui sort aussi du genre humain, mais celui d'une humanité, ou ultra-humanité, appelée à s'unifier et à s'intensifier collectivement. C'est la raison pour laquelle il nous fait voir l'évolution cheminer vers une réflexion planétaire propre à une humaine co-réflexion. L'accomplissement de l'évolution ne consiste pas à franchir les limites de l'être humain pour produire un être substantiellement autre. Certes, peut bien changer la condition humaine dans cette planète, et pas que dans cette planète, mais pas d'être transhumain. Il s'agit d'humaniser l'univers tout entier, y compris les machines qui peuvent y opérer. Au lieu de réduire les humains à des machines, il faut plutôt intégrer celles-ci dans le processus d'humanisation de l'univers tout entier. Il est facile de comprendre combien Teilhard s'éloigne des courants aussi un peu, certains courants transhumanistes actuels. Par ailleurs, au fur et à mesure que l'évolution continue son chemin progressif à partir de la noosphère, elle dissout la distinction traditionnelle entre naturel et artificiel, telle qu'elle persiste, selon Teilhard, dans une conception statique du cosmos. En effet, conscient de l'évolution de l'univers jusqu'à nous, l'être humain ne la voit plus simplement comme un ensemble de forces et de matières régies par des lois fixes auxquelles l'humain viendrait ajouter des artefacts arbitraires. À partir du moment
où on voit l'univers apparaître comme un processus dynamique au sein duquel la conscience humaine participe activement à la transformation de la réalité, la morale, la juridique, la culture, la science, la technologie apparaissent aux yeux de Teilhard comme des produits, on pourrait dire, naturels de l'évolution. Dans la noosphère, la frontière entre biologique et artificiel s'efface, car ce qui est construit par technologie devient partie intégrante du devenir libre de la conscience humaine et comme ça du développement évolutif de l'univers tout entier. Alors il en va de même pour l'intelligence artificielle et la robotique. Aux yeux de Teilhard, celle-ci ne serait pas de simples outils extérieurs. Elles s'inscrivent dans le continuum évolutif de l'humain. Et c'est une étendue de l'humain, un prolongement des capacités humaines à créer des structures de complexité progressive et à vivre et à étendre sa vie. L'intelligence artificielle et la robotique ne s'opposent pas nécessairement à la convergence vers l'autre humanité, pourvu que ces technologies ne fassent que rapprocher diverses consciences dans l'univers au niveau planétaire en favorisant leur communion dans un monde global et globalisant. En outre, Teilhard insiste aussi sur le fait que la croissance de l'évolution au sein de la noosphère, à travers la technologie, ne signifie en aucun cas une rupture totale avec la biosphère dont elle émerge et à la géosphère. Non est une émancipation totale de la matière, non est une dématérialisation totale. D'une part, il n'y a pas lieu de séparer de façon manichéenne le naturel et l'artificiel. D'autre part, en intégrant l'artificiel dans le processus naturel de l'évolution, il me semble que Teilhard n'accepterait jamais de le réduire à une voie de désincarnation de la vie humaine. La matière reste à jamais dans ce processus d'hominisation planétaire. C'est pourquoi il reprend plusieurs fois le syntagme matière vitalisée, afin de nous faire voir une évolution de la conscience interplanétaire en lien avec la matière, le corps, la chair, c'est un mot qu'il utilise aussi, la réalité concrète, comme on voit bien dans le milieu divin. Nous comprenons pourquoi l'incarnation occupe une place si centrale dans sa vision. L'incarnation n'apparaît pas seulement comme un événement religieux, il s'agit d'affirmer le fait que la matière, au cours de l'évolution, vient à être pleinement assumée et transfigurée par l'esprit. Teilhard parle à ce propos d'une union de matière et d'esprit, d'un intérieur et d'un extérieur qui croissent ensemble. Dans ces termes mêmes, esprit, nous l'avons vu, non plus de dématérialisation, mais de synthèse. Materia matrix, non point de fuite par retranchement, mais conquête. La matière, matrice de l'esprit, l'esprit état supérieur de la matière. La noosphère ne se développe donc pas en supprimant la biosphère ou la corporéité. Elle s'élève en approfondissant l'antériorité de la matière vivante, dans la mesure où la conscience se densifie en favorisant la conjonction des êtres incarnés. Donc, cela signifie que la force par laquelle l'esprit vivifie la matière, le corps et les relations proches, rendant chaque interaction humaine signifiante pour un vrai progrès évolutif. Évoluer n'est pas désincarné. En ce sens, l'intelligence artificielle et la robotique participent certes à l'évolution, mais elles doivent se développer, selon Teilhard, au sein d'un processus où la conscience se complexifie tout en restant intimement liée à la matérialité, à la corporéité. Comme Teilhard l'affirme lui-même, avec l'évolution, je découvre mon lien à tout l'univers. Je découvre que je ne suis autre chose que l'évolution devenue consciente d'elle-même.
que je suis l'essence de tout ce qui se touche et que je suis matière. Et donc, je crois que Teilhard pouvait aussi parler d'un danger, d'une sorte de nouveau gnosticisme, qui pourrait être vécu avec la prolifération du numérique. D'une part, il serait difficile d'imaginer Teilhard condamnant d'emblée le progrès technologique lié à l'intelligence artificielle, ça c'est clair, et à la robotique. Il y verrait plutôt un fruit du processus évolutif, disons, entre guillemets, naturel, encore en cours. D'autre part, cependant, malgré un certain optimisme de sa vision, il n'a jamais ignoré le problème, voire même la possibilité du mal, c'est-à-dire de ne pas converger vers l'oméga. Tout l'existentialisme athée de son époque ne faisait rien d'autre. Stopper le chemin de progression évolutive vers son sens. Le danger consiste donc dans la possibilité d'une technique qui se développe sans la direction convergente. Ce serait alors une sorte de croissance d'une pensée pure, désincarnée, sans approfondissement corrélatif de l'intériorité et de la chair, aussi au niveau des émotions. Voici ce qu'on peut affirmer aujourd'hui dans le cellulage de Teilhard. Si la complexification extérieure n'est pas accompagnée d'une intensification de la conscience et de la communion, l'évolution risque de se désaxer. Tel est le danger du numérique. Il peut dématérialiser notre nature. À partir de cette vision, je crois qu'on peut essayer d'imaginer comment Teilhard voyait d'habiter la noosphère à l'âge du numérique, que ce serait un nouvel élan pour lui. Il s'agirait d'orienter peut-être la technologie vers la croissance de la communion et de la charité en utilisant l'intelligence artificielle et la robotique. Elle peut favoriser l'accès universel au savoir, faciliter la communication orale et visuelle entre des personnes géographiquement éloignées, donc la communion interplanétaire, les enfants aussi peuvent parler avec leurs parents, grands-parents éloignés géographiquement, et aussi les personnes dans l'impossibilité de se déplacer. Ces technologies peuvent également soutenir une éducation plus personnalisée aux capacités des personnes et encourager la coopération scientifique mondiale, globale, et accélérer certains processus juridiques et aussi médicaux. Les travaux les plus pénibles et répétitifs, qui contribuent peu à l'épanouissement de la personne humaine dans sa vie, dans sa capacité, comme les tâches de collecte, de manutention, peuvent être assumées par des robots, des machines. Il en va de même en ce qui concerne les services de soins, l'assistance aux plus vulnérables, la protection de l'environnement. Voilà. Mais il ne faut pas oublier l'inverse, que l'inverse est aussi possible. Lorsque les algorithmes monopolisent l'attention, la conscience peut s'aliéner subrepticement lorsqu'elle se laisse soumettre à un défilement constant et sans direction, comme guidée par un instinct primitif plutôt que par la réflexion qui suit la complexité de conscience, qui est aussi l'amourisation pour Teilhard. On pense ici à la dynamique présente dans l'usage aussi des réseaux sociaux, qui parfois peuvent favoriser la répétition des contenus, confirmant des croyances préexistantes, réduisant ainsi la capacité à dialoguer et à élargir la compréhension d'autrui et la communion avec autrui. Aussi les opinions qui peuvent polariser les individus, qui peuvent se retrouver de plus en plus enfermés dans des boules idéologiques, effaçant la possibilité de véritables interactions. De cette manière, le principe d'association pourrait se réaliser sans intériorisation personnelle. C'est le cas aussi des moteurs de recherche personnalisés, parfois, qui peuvent être réduits à des recommandations automatiques, enfermant souvent les individus dans des univers
informationnel restreint. De même, lorsque la robotique remplace systématiquement la présence humaine, matériellement incarnée, dans des domaines où le contact corporel est essentiel, comme par exemple le soin des personnes âgées ou handicapées et l'éducation aussi. Il ne faut pas oublier à ce propos que le geste, le toucher et la proximité physique sont essentiels pour Teilhard au développement et à l'évolution de la conscience humaine. Il convient de rappeler ce qui atteste le témoignage d'Henri de Lubac, Teilhard aimait à se dire hyper-catholique à cause de l'extrême réalisme physique et matériel avec lequel il concevait l'incarnation. Donc c'est ici qu'apparaît, à mon avis, le risque d'un esprit sans chair. Et donc, je sais pas. Oui. Donc, nous avons 6 minutes encore. D'accord. Nous savons combien Teilhard a souvent été accusé de matérialisme, d'excès de matérialisme, comme s'il réduisait l'homme à la matière, pas au surnaturel, en effaçant le surnaturel au naturel. Toutefois, comme il l'explique dans une lettre à un ami, pour le comprendre, il faut saisir son intérêt pour le chemin personnalisant de l'évolution. Il s'agit de voir, ou plus exactement de faire voir, d'apprendre à voir, une direction vers le personnel et le personnalisant. Teilhard finit par ne condamner ni la science ni la technologie, au contraire, il les intègre profondément, mais sans jamais les absolutiser dans le processus naturel de l'évolution de la personne humaine, très humaine. Selon une telle perspective, tous les développements technologiques d'aujourd'hui, liés à la révolution numérique, peuvent être assumés comme fondamentaux pour que l'évolution progresse vers sa pleine intelligibilité, c'est-à-dire vers la réalisation maximale du principe de l'association des éléments et du principe de la personnalisation de chaque conscience. En ce sens, il ne s'agit pas simplement d'utiliser des techniques pour accroître la puissance ou l'efficacité, mais surtout de les mettre au service d'une logique d'amour capable d'unifier plutôt que de fragmenter. Habiter chrétiennement l'atmosphère signifie, pour Teilhard, intégrer l'innovation technologique dans une dynamique d'amour croissant. Faire en sorte que chaque progrès renforce la communion, respecte la corporalité et approfondisse l'intériorité humaine. Ainsi comprise, l'ère numérique n'est ni une menace fatale, ni une promesse automatique de salut. Elle devient un espace de responsabilité, et de responsabilité spirituelle. Dans un contexte marqué par le retour des guerres, désormais doté de capacités technologiques sans doute supérieures à celles des conflits du siècle dernier, dont les conséquences demeurent impossibles à prévoir avec certitude, il convient de revisiter les écrits que Teilhard rédigea en temps de guerre. Sa passion pour l'humanité, appelée à converger vers Dieu, l'a rendu toujours optimiste, mais il n'a jamais cédé à la naïveté d'ignorer le danger de la guerre, laquelle fragmente les personnes et les dresse les unes contre les autres. C'est précisément dans un conflit armé qui sépare les peuples les uns des autres que Teilhard condamne, et je cite, l'orgueil de la force, propre à une pensée devenue trop critique et trop sûre d'elle-même, renforçant l'importance de la chasteté, c'est-à-dire de la pureté qui opère à l'intérieur de l'être individuel, afin que la charité puisse s'accomplir au sein de la collectivité des âmes et non dans un monde réduit à des machines sans cœur. Merci beaucoup.